Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode des Disciples d'Hippocrate, un podcast qui se veut une table de discussion sur des sujets qui touchent de près ou de loin la médecine et plus spécifiquement l'étape de la résidence. Mon nom est Alain et cette semaine avec mes collègues Olivier et Tahir, nous discutons du processus CARMS, donc que ce soit les lettres de motivation, le CV, la plateforme. Et nous donnons un peu les trucs et les apprentissages que nous avons fait l'année passée. Donc en espérant que ce podcast soit utile, principalement pour les gens qui appliquent cette année au CARMS, on vous souhaite une bonne écoute. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le CARMS, c'est que on parle souvent du site du CARMS, qu'il y a plein d'informations à ce niveau-là, mais il faut que dans la tête de tous les participants, là, c'est divisé en 3 sections, ce site-là. La première section que vous allez voir, là, que vous allez passer beaucoup de temps dessus, c'est vraiment toute la partie que vous remplissez, que c'est des formulaires. Puis on va en parler un petit peu plus tard, mais ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre CV long. Là, on vous expliquera en plus en détail ce que c'est. Ça, c'est... vous allez remarquer dans cette partie-là, il y a pas tant d'informations, c'est vraiment juste des formulaires à remplir, mais on vous guide pas tant que ça, à part le fait qu'il y a plein de pages à explorer. L'information, vous allez la trouver dans la deuxième section, qui est la description des programmes. Fait que cette section-là, c'est vraiment divisé. Vous pouvez faire une recherche soit par université ou une recherche par discipline. Puis là, ça va vous dire, mettons, dans mon cas, à l'Université de Montréal, en médecine interne, voici tous les prérequis, tous les documents qu'on veut, les choses qu'on recherche un candidat, les choses qu'on n'aime pas. Bien, pas nécessairement les choses qu'on n'aime pas, mais vous comprenez le principe. Puis ça, ça va être votre mine d'informations qui va vous permettre de remplir les documents avec comme... C'est quoi que vous voulez mettre en évidence. Puis la dernière section que vous allez trouver, c'est la dernière page, c'est le timeline. Là. C'est vraiment l'horaire, l'échéancier du CARMS. Puis cette page-là, c'est ça qui va vous dire, bon, mais c'est quoi les dates qui sont importantes. Là. Puis peut-être, excuse-moi, Alain, il voulait vous en parler un petit peu là, justement de cette timeline-là. Oui, justement parce que cette année, le timeline a un peu changé par rapport à l'année passée. Il a été changé durant la COVID. Puis là, je pense qu'il essaie de retourner un peu au timeline qu'il y avait avant. Fait que là, pour ceux qui appliquent cette année, là, le CARMS, le site du CARMS est officiellement ouvert. Ça a ouvert le 3 octobre. Et là, il y a beaucoup de dates qu'on s'en rend pas compte, mais qui arrivent très, très vite. Moi, je veux juste les nommer, puis un petit peu vous dire qu'est-ce qu'il y en est de chacune. 23 novembre prochain, c'est la prochaine date importante. Puis ça, c'est principalement pour les gens qui vont appliquer pan-canadien, qui ont besoin de traduire des documents. Donc ça, c'est le 23 novembre. Il faut faire c'est la date limite pour les demandes de traduction de documents. Petit topo, il y a eu des problématiques avec les traductions dans les années passées, fait que faites attention à ça. Regardez bien vos affaires pour que ça soit super clair. Puis vérifiez toujours vos documents après que ça soit traduit. Parce qu'il faut juste comprendre qu'il faut une traduction officielle pour les documents que vous allez utiliser dans le CARMS. Donc, soit ce qui est offert par le site du CARMS ou d'autres traducteurs officiels, mais il faut se prendre d'avance. Oui, il faut se prendre d'avance. J'ai entendu, puis ça, c'est un petit parenthèse, j'ai entendu parler que les traducteurs privés, si on veut, sont meilleurs. D'ailleurs, je pense qu'il y a une discussion par rapport à ne plus offrir la traduction dans le site du CARMS parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Une traduction qui était mal faite, des choses qui... j'ai une histoire... en fait, il y a plusieurs histoires, mais même dans mon dream à moi, il y avait des erreurs dans la traduction, donc c'est dire. Ça vaut la peine de parler avec vos collègues plus vieux, là, des bons traducteurs, là, c'est pour vous aider un petit peu à aiguiller ça. Parfait. L'autre date, c'est la sélection des programmes, c'est le 7 décembre. Ça, honnêtement, il n'y a pas vraiment de grands changements. Là. Vous savez déjà un petit peu dans quoi vous appliquez. Si vous êtes rendu là, vous connaissez un peu vos programmes. Fait que ça, c'est juste que sur le site du CARMS, cette section-là ouvre. Pas vraiment d'impact. 23 décembre, c'est la date limite pour les DREM. Fait que ça, c'est toutes les évaluations de stage que vous allez avoir, là, puis le document que la faculté remet. Fait que ça, c'est une date limite pour la faculté. Donc, voilà. Mais vous pouvez toujours regarder, une fois que c'est soumis, le document pour regarder s'il y a des erreurs.
s'assurer que tout soit en forme, s'il y a des correctifs à faire avant que les programmes aient accès à ces documents-là. Puis c'est pas parce que le DREM a été envoyé que le stage d'après ne compte pas, c'est juste qu'après ça, c'est votre responsabilité de mettre votre évaluation de stage sur le site du CARMS et c'est plus dans les mains de votre faculté. Ouais, exactement. Puis certains programmes vont les prendre en compte, puis d'autres programmes vont... Puis ça, c'est bien indiqué dans la description du programme. D'autres programmes vont pas vous les demander. Donc voilà. Moi, personnellement, en radiologie, il m'avait dit d'envoyer les stages post-CARMS au moins 24 heures avant l'entrevue pour qu'il y ait accès. OK, cool. Donc voilà. Puis le dernier point important avant le deadline final, là, c'est le 9 janvier. C'est les lettres de référence qui sont dues cette journée-là. Puis ça, c'est stressant parce que ces lettres de référence-là, souvent, c'est correct. On relance les patrons qui nous ont dit que les lettres, qu'ils allaient nous faire des lettres, puis ça se passe bien. Mais si jamais vous vous retrouvez durant le temps de Noël à courir après les patrons, c'est pas le temps qui sont le plus disponibles. Fait que le 9 janvier, là, on s'entend, c'est juste après les vacances. Fait que si vous êtes capable de... Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais cette année, là, en sachant l'expérience de l'année passée, c'est si vous êtes capable de l'avoir avant Noël, là, clairement, ça serait le best pour vous parce que sinon, vous allez courir dans les derniers jours puis c'est super stressant. vous voulez encore, il y a plein d'histoires de personnes qui courent après des patrons, qui font signaler les patrons dernière minute parce que là, ils ont besoin de leur lettre pour entrer. Fait qu'on va vous parler de notre stratégie après ça, là, dans quelques minutes sur comme une approche là, pour les lettres. C'est tellement central à votre candidature. Là. On va y aller en détail. Là. Exactement. Et juste, rappelez-vous, faites-le avant Noël. C'est un petit conseil comme ça qu'on vous donne. Puis la date limite pour tout soumettre, c'est le 10 janvier. Fait que ça, c'est tous les documents qu'il faut remettre, tous les prérequis pour chaque programme. Il faut qu'ils soient rentrés dans le CARMS, il faut qu'ils soient envoyés. Puis ça, c'est après le 10 janvier, là, vous ne pouvez plus modifier votre application, puis ça va être aux facultés de les évaluer pour vous offrir une entrevue. Okay, fait que c'est vraiment stressant jusqu'au 10 janvier. Après ça, il y a une accalmie avec un petit stress de fond sur les entrevues. Puis les entrevues, on en parlera ultérieurement. Moi, personnellement, je vous conseillerais de ne pas trop vous en préoccuper. L'important, c'est d'avoir les entrevues avant de se préparer pour les entrevues. Donc, voilà. On peut commencer par les différentes sections. Salco, si tu veux continuer. Oui, mais en fait, là, on va continuer avec Tahir. Là. Je pense que tu voulais nous parler un petit peu d'une idée générale là, des stratégies d'application qu'on pouvait avoir. Là, je pense que ce que je voulais surtout transmettre, c'est que on a une idée de ce qu'on se voit faire plus tard. L'externat sert à ça, puis ça nous permet de confirmer ou infirmer nos intérêts. Par contre, quand tu arrives au moment du CARMS, à ce moment-là, tu commences à rentrer dans un game qui est un peu différent par rapport à la stratégie qu'il faut adopter. Dans le sens que, dépendamment de ta situation particulière, il y en a qui appliquent en couple. Je pense pas qu'on va s'étendre là-dessus, mais c'est sûr que c'est une stratégie différente. Après ça, il faut que tu te demandes, est-ce que moi, ma priorité, c'est la ville? Est-ce que c'est la spécialité? Tout se va. Au final, c'est vraiment la personne qui sait un petit peu où elle veut s'enligner pour les prochaines années. Mais toute l'importance d'en discuter avec les gens qui sont passés à travers. Nous, on crée un peu ce podcast-là pour transmettre cette expérience qu'on a pu accumuler. Mais dans plusieurs programmes, il y a le concept de parrain, marraine qui viennent amener cet apport-là, qui amènent ce support-là, puis qui sont là pour répondre à ces questions-là. Fait qu'il ne faut pas hésiter à leur demander de s'asseoir avec eux, d'en parler aussi avec des patrons qui sont passés par là dans les dernières années, parce que c'est pas facile, puis il faut avoir une stratégie claire de où tu t'en vas dans les prochains mois pour savoir comment tu guides tes documents dont on va discuter en large. Ouais. Je pense que c'est important ce que tu dis, d'avoir un peu se refléter dans ces gens-là là, qui vont nous dire leur opinion, puis on en prend, puis on en laisse, mais d'aller chercher une multitude d'opinions externes pour nous aider. Ça ne peut qu'aider. Ouais. Puis sinon, Alain, tu voulais nous parler un petit peu de... c'est quoi la stratégie en ce moment même là, en termes d'application au programme? Est-ce que c'est le temps de se pencher sur des traits focus ou d'y aller plus large? Donc, là, les personnes qui appliquent juste en programme, ils le savent depuis longtemps, puis ils ont tous leurs dossiers montés.
Par contre, durant l'externat, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de surprises aussi qui arrivent, puis ça se peut que vous soyez en réflexion. Il y a beaucoup de monde qui l'ont été. D'ailleurs, je pense que ça a le coup, tu l'as été. Je sais pas si toi, tu as eu des hésitations aussi. Ben oui, l'anesthésie, c'est tellement le genre de spécialité que personne rentre en médecine en sachant faire ça. Fait que c'est un truc que tu découvres, puis il y a beaucoup de collègues qui c'est la même chose. Exactement. Fait que là, moi, personnellement, durant l'externat, j'avais aussi découvert des spécialités que j'aimais et pour lesquelles il fallait avoir un petit peu l'esprit ouvert, puis considérer, appliquer, puis pas mettre en fait toutes ses œufs dans le même panier, si on veut. Fait qu'en ce moment, vous pourriez, si vous pensez que vous serez bien dans une spécialité, vous pourriez commencer à préparer pour appliquer dans cette spécialité-là. Chose importante, c'est que c'est pas parce que vous appliquez là-dedans que vous êtes obligé de le ranker. OK? Fait que si vous appliquez, je sais pas, ça a super bien été en pédiatrie, mais vous voulez pas vraiment faire de la pédiatrie, mais les patrons veulent vous faire des lettres, ça va bien, puis ça vous intéresse un peu. Commencez à préparer le dossier, puis ça veut pas dire que vous allez le ranker à la fin, puis c'est correct, là. C'est pas tout le monde qui rank tous les programmes auxquels ils ont appliqué. Fait que pour le moment, là, en temps de préparation comme ça, c'est important de juste préparer un petit peu plus large dans tout ce qui vous intéresse. Puis la réflexion va se faire, vous allez le voir, là, ça va se faire au courant. Quand vous allez écrire vos lettres de motivation, vous allez voir quand est-ce que ça coule facilement, quand est-ce que c'est un petit peu plus difficile, ou est-ce qu'on se questionne vraiment de nos motivations. Fait que pour le moment, si vous avez plusieurs spécialités qui vous intéressent, je vous dirais, allez-y en préparant tout comme si vous appliquiez dans toutes les spécialités, comme si c'était votre métier plus tard. Là. Mm-hmm. Puis même, il y a certaines stratégies, je ne sais pas si vous en avez eu notion, mais il y a même certaines personnes qui décident, par exemple, d'appliquer en med-femme, dans l'idée que les entrevues de med-femme sont plus tôt, fait qu'ils peuvent les utiliser un peu comme une sorte de préparation. Puis, en général, tu n'appliques pas dans un programme où tu n'as aucun intérêt parce que tu ne veux pas finir dans quelque chose que tu veux absolument pas faire. Mais s'il y a un intérêt et tu n'es pas sûr, ben, au moins te dire que ça peut servir d'office pour me préparer. C'est une entrevue qui est plus tôt que les autres vont suivre. Ouais. Que ça peut c'est une stratégie globale. Puis je rajouterais aussi, il y a un frais là, à chaque candidature qu'on fait, mais ce frais-là, il est tellement dans la grande part des choses. C'est tellement négligeable comme frais. Là. Bloquez-vous pas vos applications juste en disant je pense que c'est une quarantaine ou cinquantaine de dollars à chaque de plus. Dans 10 ans, là, ça va rien valoir, là, ces 50 $ là, de plus que vous allez avoir payé par candidature. Là. Absolument. Parfait. Pour la suite des choses, ce que je vous propose, on y va vraiment plus en profondeur, juste pour donner à nos auditeurs un petit peu un feeling là, quand je fais le tour de ce sujet-là, c'est quoi les choses à penser puis à aller en détail. Il y avait Tahir, là, tu semblais enthousiaste tantôt là, à nous parler un peu des lettres de patron, là, comment approcher ça, comment aller les voir. Là, j'aimerais ça t'entendre un peu sur tes stratégies. Ben, je pense qu'on a tous une façon d'approcher les patrons par rapport à ça. Moi, la façon que je l'ai adoptée, c'était de la manière la plus authentique possible, dans le sens que j'ai pas attendu que le CARMS ouvre pour me mettre là-dedans. Je pense que dès que j'ai commencé mon externat, que j'avais un bon vibe avec un patron, que j'ai senti que la semaine où le patron était là ou durant le mois, j'ai bien performé, ben, je leur disais, puis j'étais assez straight là-dedans. Des fois, ça arrive même que les patrons vous le proposent, qu'il y a eu un bon contact, qu'ils sont motivés. Mais moi, je vous recommande vraiment d'en demander le plus possible. Dès maintenant, même si vous êtes pris tard, continuez d'en demander à chaque semaine que vous rencontrez un patron qui fonctionne bien. Puis après ça, vous ferez un tri dépendamment de votre vibe avec le patron, puis comment vous pensez que le patron s'est donné dans sa lettre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez jamais les voir, ces lettres-là. Ça reste confidentiel, ça reste pas anonyme, dans le sens que vous savez que la lettre du patron est rentrée, mais vous n'aurez jamais accès au contenu. Donc, c'est un peu un guess de savoir, OK, à ce moment-là, je vais attribuer cette lettre de ce patron-là à cette faculté-là. Moi, la façon un petit peu que je les attribuais au moment que vous allez appliquer, ben, des fois, c'était par affiliation. Ce que je veux dire, c'est que je sais que ce patron-là il a eu sa formation à Laval ou il a travaillé pendant longtemps à Laval, fait que je pourrais assigner sa lettre à Laval en me disant que peut-être qu'il est encore connu dans le programme, dans la faculté, que son opinion va valoir plus qu'un patron qu'ils n'ont jamais rencontré. Mais c'est juste avoir un petit peu cette idée que prévoir vos lettres d'avance, puis après ça, le plus que vous en avez, le mieux que ça va être pour plus tard pouvoir les assigner, puis au moins ne pas être en déficit. Ouais, je suis tellement d'accord. Là. Puis l'autre chose que je rajouterais, moi, c'est il y a des fois des programmes qui demandent beaucoup de lettres quand même. Là, puis mon cas, c'était en santé publique. Là. J'ai fait un stage de santé publique, puis il demandait 3 lettres à une des places que j'appliquais.
je m'assurais d'avoir une lettre de santé publique, d'un patron de santé publique, mais après ça, si j'ai un patron qui est j'ai une patronne de gynéco qui m'a fait une de mes lettres, puis c'est correct que ce soit pas la bonne spécialité. Dans plein de spécialités, c'est correct que ce soit pas la bonne spécialité, mais faut quand même essayer d'avoir un lien qui se fasse, puis mentionnez-le à vos patrons. C'est quoi votre intention d'application? Ma patronne en gynéco le savait que je ne demandais pas une lettre de gynécologie. C'est très important, ça. Parce que si tu leur demandes une lettre puis qu'ils l'écrivent en ayant en tête que tu vas aller en gynéco, c'est pas la même lettre qu'ils vont te faire en sachant que tu vas appliquer dans autre chose, mais que tu veux juste qu'ils mettent à l'avant que tu es un bon candidat overall. C'est ça ce que tu veux dépendamment. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est vraiment important à lier. Puis vous, comment vous avez fait pour... tu nous as parlé un peu de la stratégie de comment demander une lettre, mais là, il y a comme tout le follow-up, là, je sais pas pour vous, c'était un peu stressant, là, comment ça rentrait et tout ça. Là. Ouais, moi, personnellement, j'avais plusieurs spécialités dans lesquelles j'appliquais. J'avais plusieurs lettres que j'avais demandées aussi. Fait que là, il a fallu classer. Dans le fond, j'ai fait une liste de tous les patrons à qui j'avais demandé des lettres. Ils étaient dans quelle spécialité. Qu'est-ce que chaque faculté me demandait. Dans la même spécialité, c'est pas toutes les facultés qui demandent les mêmes choses. Il y en a qui vont demander des lettres de recommandation. Il y en a d'autres qui vont demander des formulaires. Il y a même certaines spécialités qui ont leur propre formulaire. C'est même pas un formulaire qui est standardisé que vous allez voir, là, qui est proposé par le CARMS. Alors, dans ce temps-là, j'ai fait en Excel juste pour cocher. OK, fait que je veux pas demander 4 lettres au même patron. Ils ont pas le temps, ils vont moins se donner. Puis je pense que c'est un peu too much là, de demander ça. Donc, le maximum que j'ai demandé, c'est une lettre et un formulaire aux patrons qui ont vraiment, vraiment apprécié mon travail puis avec qui j'ai une bonne relation. Donc, pour ça, il faut que vous décidiez. Si vous appliquez, par exemple, je sais pas moi, en pédiatrie, puis il y a un patron vraiment qui vous a apprécié en pédiatrie, c'est peut-être bon de lui dire, pouvez-vous me faire une lettre juste pour la pédiatrie qui va être spécifique pour cette spécialité-là, puis puis vous pouvez le marquer dans le CARMS en passant quand vous demandez la lettre, pour que ça soit vraiment un beau portrait quand vous appliquez puis que ça soit dans votre dossier. Par rapport à un patron, par exemple, gynéco, moi, j'aurais peut-être demandé une lettre générale. Je ne sais pas si c'est ça que tu as demandé, mais une lettre générale que tu peux utiliser dans plusieurs spécialités et qui demande juste le bon travail que tu as fait ou les bonnes qualités qui ont été ressorties durant ta semaine de travail ou ton mois de travail avec cette patronne-là ou patron. Fait que dans ce temps-là, c'est juste important de s'asseoir, puis c'est un petit peu en casse-tête parce qu'il faut que tu optimises tes chances de rentrer dans la spécialité. Fait que tu vas chercher les meilleures lettres pour rentrer dans le programme que tu veux. Sans négliger que tu veux pas trop demander de lettres à tout le monde. Puis voilà. Fait que moi, c'est ça la stratégie. Puis j'avais un suivi, dans le fond, de... OK, là, j'ai demandé ma lettre. Puis là, le suivi, il est important. Ça, tu peux le demander dans un stage qui était au début de l'externat, puis pas avoir de follow-up jusqu'à en ce moment. Là. Fait que moi, ce que j'ai fait personnellement, puis je pense que c'est un peu ce que vous avez fait aussi, c'est j'ai envoyé un courriel à chaque patron avec qui j'avais demandé une lettre en disant bonjour, docteur tel, vous m'avez apprécié lors de tel stage, on avait bien travaillé ensemble, puis vous avez accepté de faire une lettre. J'applique dans telle spécialité. Êtes-vous encore disponible pour faire ma lettre? Ça me ferait vraiment plaisir que ça soit vous qui me fassiez la lettre pour cette spécialité-là. Puis, une fois qu'on fait ça, en fait, puis il y a une dernière petite chose. Les patrons ne se rappellent pas toujours. Ils voient beaucoup d'externes puis beaucoup de résidents. Ils ne se rappellent pas toujours du visage. Alors, moi, j'avais joint, dans le fond, une photo de moi, juste pour rappeler, ça c'est ce que à quoi je ressemble. Là. Peut-être qu'on se reconnaîtrait dans le corridor de l'hôpital, mais que dans un courriel, elle va chercher longtemps je suis qui. Là. Fait que c'est important de juste s'en rappeler. Puis s'ils vous connaissent vraiment bien, peut-être pas besoin, là, mais il y a quand même beaucoup de patrons qui voient
extrêmement... une Moi, quantité j'avais tendance- énorme d'externes. J'avais tendance à envoyer aussi mon évaluation de stage. Oui, Parce que ça aidait aussi C'est à un bon savoir, point. justement, des fois, il y avait des cues qui ressortaient puis qui leur permettent de guider. Fait que, photo, évaluation de stage. Moi, je rajoutais mon CV aussi là-dessus pour qu'ils sachent un peu... ah oui, c'est vrai, on avait parlé peut-être de tel ou tel élément. Ça les aide, exact. parfait. Puis vous personnalisez un peu en fonction. Là. Moi, j'avais... Tu sais, est-ce que tu as envoyé ton évaluation de stage à quelqu'un à qui tu avais fait plus de recherches? Peut-être pas, mais si c'est un patron que tu as eu une évaluation super avec lui, ben, tu peux lui donner ça parce que de ce que j'en comprends, ça leur donne des points à mettre dans le CV. Puis les qualités qui ont été ressorties dans le stage, ils peuvent l'utiliser pour faire la lettre. Exact. Fait que ça, c'est la première chose. Une fois qu'ils te répondent oui, c'est là que moi, j'enverrai, dans le fond, la demande dans le site du CARMS. Puis je leur explique, je leur envoie un courriel. La demande a été envoyée. Fait que vous pouvez vous connecter. Si jamais vous avez des problématiques, tout ça, dites-moi-le. Je vais essayer de comprendre puis vous aider là-dedans. Juste parce que tu veux avoir un petit suivi de si jamais ils ont des problèmes, ben, qu'ils ne soient pas un petit peu dans le néant, puis que tu sois au courant au moins que c'est ça qui retarde ta lettre. D'ailleurs, moi, j'avais parlé à une des patronnes qui m'avait fait une lettre parce qu'elle avait eu des problèmes de connexion, puis finalement, c'était pas le bon courriel, puis bon. Fait que ça, c'est le deuxième follow-up. Puis après ça, c'est de l'attente, beaucoup d'attente pour avoir, dans le fond, les lettres qui rentrent dans le site. Donc, moi, j'avais demande envoyée, demande acceptée. J'avais aussi, dans le fond, est-ce que je l'ai reçu? Puis là, il y a des patrons qui vont le faire très rapidement, puis il y a des patrons qui vont attendre un petit peu plus longtemps. Moi, personnellement, après, je pense, un mois et demi, j'avais fait une relance. En passant, tu sais, juste pour vous rappeler que le site ferme telle date, là, on a encore du temps pour faire la lettre. Donc, merci de prendre le temps de la faire, tout ça. Puis, il y avait une autre relance que j'avais faite, tu sais, vraiment en fin de... juste avant le deadline là, pour les lettres. Pour que ces lettres-là soient absolument rentrées avant la fermeture du CARMS. Ça, c'est important. Ouais. L'autre particularité, c'est les traductions. Moi, il y avait des lettres qu'il fallait qu'ils rentrent beaucoup plus tôt pour les faire traduire parce que j'ai appliqué en pan-canadien. OK. Fait que si vous avez des lettres qui sont juste francophones et que vous allez juste utiliser pour appliquer je sais pas moi, médecine familiale à Sherbrooke, pour dire quelque chose, mais vous n'avez pas besoin de presser ces lettres-là pour qu'ils arrivent avant le deadline des traductions. Fait que juste ça à tenir en compte. Puis une fois que tout est envoyé, tout est reçu, ben moi j'avais un petit courriel de remerciement que j'ai envoyé au patron pour leur dire merci pour la lettre, je vous tiens au courant. Puis j'avais fait en follow-up au patron là, pour leur dire finalement j'ai matché en quoi. Ouais. Puis moi, la seule chose que je rajouterais sur ce que tu disais, c'est dans mes courriels, je leur disais aussi c'était quoi entre guillemets, mon intention. Donc, dans le premier courriel, en passant, je vais vous relancer à telle date. Puis juste pour qu'ils sachent que je vais les recontacter s'ils sont pas rentrés. Puis que je sois pas trop intrusif, mais que je leur dise un peu que vous allez recevoir 2 autres courriels de ma part à telle date et à telle date. Comme ça, si vous l'oubliez, ce sera pas la fin du monde. Puis on se réajuste parce que on se le mentira pas. Là. Moi, c'est le moment qui, dans cette phase-là, qui était le plus stressant. C'est la seule partie qu'on n'a plus de contrôle. Ouais, attendre c'est que les lettres rentrent. Où est-ce qu'on dépend des autres un peu. Ouais. Exact. Mais pour la partie où on dépend un peu plus de nous, par exemple les lettres de motivation, comment vous les avez gérées, comment vous les avez écrites, est-ce que vous aviez comme une structure? Je serais curieux d'entendre ça. Moi, une des choses, puis il y a beaucoup de philosophie autour de comment la lettre de motivation se fait. Moi, j'ai été dans ma vie superviseur, que j'engageais des gens dans le temps que je travaillais sur les piscines, puis une des qualités que je recherchais dans une lettre, c'est d'être capable de synthétiser l'idée. Fait que je me faisais quand même un devoir d'essayer de limiter ça à une page. Là. Fait que vous pouvez voir votre lettre à l'air de quoi sur le site du CARMS, quand vous remplissez le formulaire, vous pouvez l'exporter puis voir un peu c'est quoi le format que les patrons reçoivent. Puis ce que je me disais, c'est vraiment je vais essayer de
rentrer mon idée là, dans ce texte-là. Puis il y a certains programmes qui vont vous dire 900 mots, des choses comme ça. Fait qu'allez voir dans les descriptions de programmes. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que perdez pas de temps sur la mise en page de votre lettre. Ça, c'est quelque chose d'important dans le sens que c'est juste un copy-paste que tu vas faire dans une section qui est spécifique à ça sur le site du CARMS. C'est ça ce qu'Olivier voulait transmettre. Absolument. Fait que ça, c'est vraiment important à comprendre. Puis la deuxième chose, c'était vraiment d'aller me dire, bon, c'est quoi les idées dans la description de programme? C'est quoi les idées qui ressortent que eux autres recherchent un candidat? Puis dans cette série d'idées-là, c'est quoi les choses que moi, je suis capable de vraiment mettre de l'avant dans mon CV, dans mes accomplissements, qui va fitter là-dessus. Fait que des fois, si on regarde mes lettres de santé publique puis de médecine interne, sont complètement différentes, avec des choses qui sont mises de l'avant complètement différentes parce que c'est pas les mêmes attributs qui sont recherchés dans ces deux domaines-là. Ouais. Puis moi, j'avais comme une sorte de structure que j'appliquais presque tout le temps, à part s'ils avaient des demandes spécifiques. Puis moi, la façon que j'aimais l'écrire, c'est un peu comme une sorte de narrative. On en parlait un petit peu off the mic, mais c'est toujours plus cool lire une histoire que lire quelque chose qui n'a pas de structure, qui n'a pas de suite. Fait que moi, j'aimais ça commencer par le avant, d'où je viens, amener ça vers les qualités que je veux mettre de l'avant. Moi, j'aimais ça en général en présenter 2, 3 que je supportais par des exemples concrets, que ce soit via mes projets de recherche, via mes implications, via des évaluations de stage, que des fois, je faisais même référence à ça dans ma lettre de motivation. Ouais. Puis après ça, j'aimais ça terminer sur quelque chose de plus spécifique pour le programme. Par exemple, qu'est-ce que j'aime dans leur programme, qu'est-ce que je pense que le programme va me permettre de développer. Puis par exemple, aussi glisser des fois un mot sur la ville qui fait, qu'on le veuille ou pas, partie de notre considération. Oui, exact. Puis je pense que quelque chose de... premièrement, faites relire vos lettres par vos amis. C'est toujours super, super important. Quelque chose qui est ressorti, c'est quand c'était trop général et trop cliché, je me le faisais dire, puis je le disais aux autres aussi quand je les lisais, parce que c'est trop évident. Ce qui est plus payant, puis là, ça, c'est de l'expérience de juste une application CARMS, là, on s'entend, fait que c'est de l'expérience individuelle, mais je pense que mettre des exemples concrets de ce qui fait que cette qualité-là... comment cette qualité-là a été ressortie dans une expérience. Fait que dans le fond, si je sais pas moi, montrer tes qualités de investigateur puis de érudit dans tout ton projet de recherche, mais tu peux dire un peu, donner que tu as cette qualité-là, puis dire... tu as travaillé comme bibliothécaire. À travers mon projet de recherche, puis ma présentation dans tel concret ou des choses comme ça. Puis si jamais tu as eu des situations de leadership, puis c'est ça qu'ils recherchent dans tes lettres, bien, tu dis... je pense que j'ai un bon leadership collaboratif, puis ça a été démontré dans... comme par exemple, quand j'ai dirigé tel projet et mené à terme avec succès, tout ça. Fait que ça, c'est important de donner des exemples clairs. C'est ce qui différencie, dans le fond, une lettre où est-ce que les trois, on est motivés, mais moi, je suis capable de donner des exemples concrets de comment ça se présente, dans le fond, dans mon CV qu'ils vont voir, mais aussi dans la vie de tous les jours. Puis j'essaie de faire des liens avec mon CV dans la lettre de motivation. Puis c'est de garder en tête que les autres se magasinent des futurs collègues, même si vous allez être résident en formation, c'est un peu ça que vous devez mettre de l'avant. C'est comment je peux bonifier votre équipe, puis c'est de mettre ça de façon claire là, dans votre lettre, que tels sont les éléments qui sont les forces là, chez vous. Puis, en faisant un peu un lien, là, il y a les lettres, là, qui est une partie de la candidature écrite. Juste avant de passer, j'ai une petite affaire rapidement à finir pour conclure cette section-là. Dans le fond, ils vont vous demander, dans certains programmes, des nombres de mots maximum. Puis, deux manières d'approcher. Il y en a qui vont vous demander, mettons, 400 mots, puis d'autres, dans la même spécialité, là, qui vont vous demander 800 mots maximum. Moi, personnellement, j'ai commencé par la lettre la plus longue parce que la première fois qu'on écrit, on est moins synthétisé. Puis après ça, dans cette lettre-là, on est capable d'aller chercher les idées clés qui font de cette lettre-là un bon véhicule pour se présenter. Puis après ça, prendre les phrases qui sont longues puis vraiment les raccourcir pour que ça soit super synthétisé.
Puis comme ça, je faisais ma lettre de 400 mots. Ouais. C'est pas... Si vous avez une autre stratégie de commencer par la lettre la plus synthétique, puis après ça, s'étendre, ça, c'est une autre stratégie. J'ai déjà entendu d'autres personnes qui l'ont fait. Moi, personnellement, je pense que de laisser aller les idées la première fois, c'est peut-être plus payant pour après ça raccourcir. Très d'accord. Puis, en fait, ce que j'allais dire après ça, c'est la lettre, c'est une partie de votre application, mais l'autre partie qui est aussi importante, c'est les CV. Puis là, juste pour... je tenais à prendre un moment pour démêler un petit peu tout ça. Quand on parle des CV, d'un côté, il y a le formulaire CARMS. Fait que quand vous remplissez les différentes sections du formulaire CARMS, à la fin, ça génère un PDF que tous les programmes reçoivent. Puis vous pouvez pas personnaliser ça. Fait que moi, l'approche que j'avais, puis je sais pas si vous êtes d'accord, c'était un peu de mettre à peu près tout là-dedans. Comme ça, c'est un peu la référence ultime de Olivier Salco comme candidat. C'est tous ses accomplissements qu'il a fait. Puis de l'autre côté, dans les descriptions de programme, ça disait donc nous voulons un CV d'une page, nous voulons un CV, nous voulons comme. Puis là, il donnait un petit peu d'éléments. Puis là, c'est le moment d'être comme ultra pointu sur votre candidature. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir dans cette candidature-là? Puis moi, je prenais ça un peu, les lettres et le CV ensemble pour dire faut que les deux ensemble, ça fasse un tout que le CV a peut-être plus d'éléments listés, mais de l'autre côté, la lettre venait un peu complémenter ces qualités-là qui sont mis dans le CV, mais que c'est pas le bon format. Des fois, il y a des expériences qui sont difficiles, je sais pas pour vous, là, mais qui sont difficiles à mettre sur un CV, alors que dans la lettre, on peut expander un petit peu plus sur comme les idées générales. Là. Je sais pas, vous, comment vous aviez approché les CV courts là, qu'on dit dans le jargon? Là? Ben, moi, en fait, ça fait longtemps que je me suis comme gardé un très long CV que je fais juste mettre toutes mes expériences personnelles. Ça me permet moi-même de garder en tête tout ce que j'ai fait, puis c'est exactement ce CV-là que j'envoyais au patron, par exemple, quand je demandais des lettres. Et ça a été facile pour moi, après ça, translater ce CV-là vers le CV que tu fais juste remplir sur le site du CARMS. Puis après ça, un peu comme toi, je me fiais vraiment sur la description du programme de 1 pour savoir c'est quoi les demandes spécifiques pour le CV, mais surtout c'est quoi les qualités qu'ils cherchent et comment je peux transposer ça avec mon CV, avec mes expériences. Fait que je te dirais que c'est la façon dont je l'ai approché. Ouais, puis je pense que une des choses que j'ai essayé de faire dans mon CV, c'est de démontrer que il y a plus loin que la médecine. Dans le fond, je mettais beaucoup d'emphase dans les expériences clés qui étaient en médecine. Donc, moi, j'avais mis la recherche que j'ai faite un peu, les stages clés qui s'appliquent à ce programme-là. Puis, il y a toujours la section de où est-ce que tu es allé à l'université, tout ça. Mais je prenais quand même assez d'espace pour dire, mais moi et Tahir, on avait une chaîne YouTube. Puis ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans plusieurs entrevues parce que c'est quelque chose d'assez atypique. Pas beaucoup de monde le font. Donc, des expériences comme ça qui démontrent qu'il y a plus, tu as plus d'intérêts, tu es diversifié. Dans mes intérêts personnels, je prenais quand même le temps de décrire que j'aime apprendre des langues, j'aime faire de la randonnée en montagne, des choses comme ça, juste pour un petit peu démontrer que derrière le CV, il y a aussi une personne, puis que c'est plus complexe que juste mes expériences de stage, de recherche, et c'est tout. Ouais. Puis il y a un point clé que tu as mentionné, c'est un outil que les programmes utilisent pour nous poser des questions d'entrevue. Oui. À peu près toutes mes entrevues que j'ai eues, puis on en reparlera quand on se préparera pour les entrevues, mais à peu près toutes les entrevues m'ont posé une question spécifiquement sur mon CV qui était personnalisée pour moi, puis que probablement pour tous les candidats aussi par la suite. Fait que ça doit être des expériences que vous allez être prêts à discuter là, un petit peu plus tard aussi. Là, Absolument. Puis moi, une des stratégies qu'on m'avait données, puis je sais pas à quel point je l'ai appliqué, mais c'est que le CV est un résumé de ce que tu as fait dans ta vie en 1, 2, des fois 3 pages. Mais dans le sens que tu veux quand même pas tout écrire, tu veux pas que ça soit juste jamais d'informations. Fait que tu veux te garder un petit teasing de savoir, OK, j'ai fait cette expérience-là, mais je t'invite à me poser la question et que je t'en dise plus en entrevue. Fait que ça crée comme une sorte d'intérêt dans la personne qui se lit. Fait qu'écrivez des choses qui paraissent belles, mais laissez des grosses explications, potentiellement soit pour la lettre ou encore mieux pour les entrevues. Puis les gros programmes, ils en ont beaucoup de CV à regarder. Fait exact. Moi, en tout cas, ma vision, puis ça, il y a un gros débat à travers tout le monde là, sur
sur la longueur du CV, là, vous allez entendre 1 million de choses différentes. Moi, l'idée générale que j'avais, c'est que plus le programme est gros, plus mon CV était court, parce qu'il y en a trop à lire. Ouais. Les petits programmes, ça vaut peut-être plus la peine, selon moi, de l'allonger un petit peu. Mais en médecine de famille, c'est pas le temps de faire un CV de 5 pages. Là. Ils vont pas le lire. Puis je dirais même que je m'assurais que les points clés étaient le plus visibles, dans le fond. Vraiment le plus visible dans la première page. Puis après ça, tu sais, le reste, c'était comme pour agrémenter. Puis mon CV n'a jamais dépassé 2 pages. OK. Fait que c'était vraiment CV standardisé. Puis il y a des programmes où est-ce que c'était 1 page seulement pour que ça soit clair. Donc, voilà. Puis si jamais il y a des implications que vous voulez nommer puis que vous voulez pas que ça prenne trop de place, vous voulez juste les mentionner. Moi, j'avais fait dans mes implications une section autre. Où est-ce que j'ai juste nommé quelques implications pertinentes, 2, je pense, par programme. Puis je faisais juste les nommer là, j'expliquais pas plus. C'était décrit dans mon CV là de toute façon. Fait. Si jamais ils ont besoin d'explications, ils peuvent s'y référer. Ouais. Puis un élément qu'on n'a pas parlé encore, mais qui est un peu à côté, mais qu'en termes d'échéancier tombe à peu près dans les mêmes dates, c'est tout ce quand on parle de Casper, CIPRO-MF, puis là, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Là. Moi, j'ai pas fait le Casper, là, fait que je me tourne vers mes collègues qui ont une belle expérience à ce niveau-là. Ouais. Là, ça... C'est sûr que le Casper, ça reste toujours quelque chose qui crée une petite émotion en moi, parce qu'on l'avait fait en début pour rentrer en med. Puis bon, j'ai jamais été tant fan de ce test-là, fait que quand j'ai vu que je devais le faire pour les programmes en anesthésie, ça a comme rappelé des bons souvenirs. Mais je pense que ce qui est important, c'est juste puis on va tout le temps y référer, mais revoir la description du programme, parce que ces tests-là, il faut que tu te prévois d'avance, il faut que tu t'inscrives, il faut que tu payes, puis il faut que tu te prépares aussi. Ça demande une préparation. Je vais pas vous mentir, vu l'importance que ça impliquait pour moi, ces entrevues-là, j'ai mis beaucoup de temps pour préparer mon Casper. J'ai eu des amis qui l'ont refait parce qu'ils réappliquaient, par exemple, en pharmacie, en médecine dentaire, en médecine. Fait qu'ils avaient ça encore plus frais. J'ai vu certains documents qu'ils ont utilisés. Fait que d'où l'importance de refaire appel aux gens qu'on connaît qui sont passés à travers ces étapes-là, de se préparer, de poser des questions, de voir, on a tellement de bons outils comme sur YouTube, sur Google pour se préparer à ce genre de test-là. Fait que l'importance de se prendre d'avance. Moi, je me rappelle aussi pour le Casper, dépendamment de quelle langue tu veux le faire, il y avait des dates très spécifiques, des limites qui étaient spécifiques qu'il fallait respecter. Fait qu'encore une fois, il faut se prendre d'avance, regarder vos dates. Toi, je sais pas si tu avais une stratégie différente pour ces tests-là, Alain. Moi, j'avais demandé aussi, dans le fond, à des collègues, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il y en a un en particulier qui m'avait suggéré de prendre le booklet là, de BIMO. C'est vrai. C'est un booklet de Casper. Puis, honnêtement, j'y croyais pas au début. Je l'ai lu pour me préparer. J'ai vraiment pris le temps. Il se lit assez rapidement, mais ça donne des bonnes bases de comment approcher les questions. Il y en a qui vont être super faciles. Tu sais un peu comment structurer ta pensée. Tu as déjà une opinion là-dessus. Tu as déjà vécu une expérience similaire. Il y en a d'autres qui vont être plus difficiles, puis ça te donne vraiment une structure de comment approcher, comment utiliser le temps de manière le plus efficace pour transmettre ton idée, parce qu'à la fin, ce que tu veux, c'est que tu puisses être représenté à la fin que tu écrives ta question. Puis si jamais ça prend trop de temps de réfléchir à quoi écrire, tu n'auras pas le temps d'écrire une réponse qui reflète qui tu es. Ouais. Il faut avoir déjà en tête une certaine structure. Moi, la façon que je l'adoptais, puis c'est ça un peu que le livre suggère, puis moi aussi je l'ai lu, c'est vraiment très recommandé, mais c'est d'avoir en tête une structure que tu peux appliquer à chaque question, puis qu'après ça, tu build up sur cette structure-là pour adapter à la question, puis un peu modifier ta réponse. Fait que c'était vraiment un très bon livre que j'ai Il y a une chose que je recommanderais. Moi, j'ai pas fait le Casper, mais j'avais fait le CIPRO-MF, qui est un autre format. Si vous n'avez pas d'expérience avec le Casper, là, je sais plus c'est rendu quoi pour rentrer en médecine. Là, moi, à notre époque, c'était juste à McGill, là, mais c'est comme allez vous pratiquer avec le format. Si vous vous appliquez en médecine de famille, puis vous faites le CIPRO-MF, allez juste faire les petites pratiques, parce que
c'est pas le temps d'être pris de court par le format puis pas être capable de communiquer l'idée juste parce qu'on s'est pas familiarisé avec l'outil qu'on allait utiliser. Là. Absolument. Ouais, exactement. Fait que je sais pas pour vous, mais ça fait pas mal le tour des éléments qu'on avait. Là. Moi, le point que je pense que je voudrais que vous reteniez, c'est que le timeline, c'est votre ami, d'aller le regarder. Puis vous pouvez même le synchroniser dans votre calendrier pour vous assurer de pas manquer de date. Alain a fait un super beau topo tantôt, mais il y a tellement de situations particulières à chaque personne, dépendamment des stratégies. Puis on espère que ça va être un outil qui va vous aider, là, cette émission-ci, juste pour vous faire une idée sur comment approcher l'application là, à la résidence. De notre côté, on va retourner à un programme un peu plus régulier dans les prochains épisodes. On va parler un peu plus de nos expériences et de la résidence, mais on trouvait ça important d'accompagner nos auditeurs là, dans tout le processus d'application à la résidence. On sait que c'est stressant, puis on sait que des fois, les ressources sont pas autant au rendez-vous qu'on voudrait pour comment nous aider à nous préparer. Fait que on espère que ça vous aide. Absolument. Puis on en a déjà glissé un mot, mais restez branchés pour l'épisode des entrevues. On a du beau contenu.